Je fais un décompte, on y va. Ok. Il est 17h30. Je pense donc qu'on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être des nôtres, de prendre de votre temps pour assister à ce panel dans le cadre de l'édition 2020 des Africa Communications Week. Mes invités ce soir sont Hervé Dassondo, directeur de l'Agence nationale des événements culturels et sportifs, Annexmo, et Mylène Flika, fondatrice de IRAO, une communauté qui connecte les talents africains aux opportunités de succès, qui est aussi content producer. Pendant la prochaine heure, nous allons discuter de la communication événementielle en 2020. Nous allons essayer de couvrir tous les paramètres, quoi faire, où et comment le faire. Alors, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Nous allons prendre 15 minutes en fin de session pour y répondre. Pour ce faire, je vous invite à utiliser le bouton Q&A, donc questions et réponses, ou question and answers, en bas de la petite fenêtre Zoom sur laquelle vous êtes pour avoir directement les questions que vous souhaitez poser. Alors, nous allons démarrer avec un petit état des lieux. Là, tout de suite, je vais enfoncer une porte ouverte en vous rappelant que 2020, c'est une année sans pareil. Il y a un virus qui a réussi à mettre l'économie mondiale à genoux. Jusqu'à fin février dernier, tout allait à peu près bien. Et puis, patatras, la crise globale est passée par là. La Covid-19, parce qu'il faut dire la Covid maintenant, a frappé la communication événementielle de plein fouet, en raison même de la nature de la pandémie qui décourage les rapprochements, alors que la communication événementielle est la communication hors médias qui, par essence, encourage les contacts directs. Donc, personne n'a été épargné dans le secteur, tous les acteurs ont été touchés. Du jour au lendemain, les annulations se sont multipliées, que ce soit le Festival de Cannes, l'Euro 2020, les Jeux Olympiques, le mariage de notre voisin ou ami, ou encore la version physique des Africa Communications Week, ce qui explique ce panel virtuel aujourd'hui. Tous les grands événements planifiés depuis mars ont soit vu leur forme changer, soit ils ont été reportés à des dates incertaines, ou ils ont été purement et simplement annulés. Alors, comme vous le savez, les données sont une denrée très rare en Afrique. Par conséquent, les pertes sont difficiles à estimer et je ne vous parle même pas des emplois qui ont pu être perdus dans cette période. Mais l'Europe parle d'environ plusieurs milliards d'euros. Ma première question pour mes invités, comment est-ce que vous vivez les choses et que pensez-vous de la situation? Nous allons commencer par Hervé qui est en minorité aujourd'hui. Bonjour, merci Afoussad. Bonjour Mylène. Ben, écoutez, est-ce que je vais dire que la situation est catastrophique? Non, j'ai juste envie de dire que de toute l'histoire de la communication événementielle, c'est le plus gros brief que les agences événementielles aient jamais reçu, tout simplement parce que la situation est particulière. Voilà. D'accord. Mylène? Oui. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que de notre côté, enfin, du côté de IRAO et de l'expérience que nous avons, je pense que c'est une opportunité. C'est vrai que les contacts humains sont nettement réduits et que beaucoup de personnes ont dû annuler leurs événements ou encore ont perdu leur travail. Mais je pense qu'il faut voir la chose plutôt à travers les possibilités et les contraintes aujourd'hui qui sont transformées en opportunités, mais aussi comment est-ce que les gens ont changé, ont shifté dans leur manière de penser et ça permet justement d'introduire de nouvelles manières de faire de l'événementiel. Hervé, votre fonction directe, c'est justement l'organisation d'événements. Vous êtes au cœur du sujet. J'aimerais savoir, comme je le disais, c'est difficile d'avoir des données, mais vous en avez peut-être un peu plus que nous. Concrètement, comment est-ce que vous êtes affecté? Alors, pour l'instant, au Bénin, en tout cas, on est à, on va dire, 50% d'annulation globalement à l'échelle nationale. Personnellement, comment est-ce que je vis la situation? La rentrée événementielle du Bénin commence en juin, mais on va partir sur pas mal de reports en fonction de la crise sanitaire actuelle. Donc, il y aura des reports, des annulations et beaucoup de transformations digitales. Voilà, essentiellement. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ces annulations? Le pourcentage, on le connaît maintenant, mais en termes de données chiffrées.
En termes de données chiffrées, tu l'as dit, l'Afrique n'est pas un continent de données, on ne l'a pas. Je pourrais te donner des chiffres à l'échelle mondiale. On est à plus de 15 milliards d'euros, tu vois, en termes de pertes et donc en termes d'annulation. 42%, je pense, d'annulation déjà à l'échelle mondiale. Mais pour le Bénin, on est déjà à plus de 50% avec le corollaire que tu connais déjà, le chômage technique et les dettes qui attendent déjà des agences événementielles qui ne s'en sortaient déjà pas. Hervé parlait de la transformation digitale qui deviendra quasiment obligatoire. Mylène, c'est ta spécialité, justement, le monde du digital. Alors, dis-moi, comment accueillez-vous cette, est-ce qu'on peut dire, opportunité? Oui, bon, ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, IRAO avait fait sa première édition du IRAO Talk et on était très excités à l'idée de que l'année 2020 commence parce qu'on avait énormément d'événements prévus. On avait prévu de faire le deuxième Talk de IRAO en avril. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passait, on s'est juste rendu compte que ça ne va pas être possible, qu'on ne pourra pas vendre les tickets parce que beaucoup de gens auront peur de se faire contaminer. Et par conséquent, notre projet en ce moment, c'est de faire un événement virtuel. On a fait en fait un webinar qui a accueilli près de 500 personnes. Donc, je pense qu'en ce moment, vraiment, il ne faut pas voir le fait que les gens n'ont plus envie d'être au même endroit ensemble, mais il faut voir le fait que les gens ont plus de facilité à être sur un panel comme celui-ci ou encore à prendre un apéro sur Zoom ou encore à se dire ok, je vais suivre le concert de l'Africa Day avec MTV Base et payer peut-être 15 dollars à UNICEF pour soutenir les causes. Donc on constate vraiment qu'ils sont prêts à passer outre le physique pour aller vers le virtuel. Il est vrai quand même que le virtuel ne va jamais remplacer le contact, la chaleur humaine et tout, mais on peut toujours trouver des manières de mixer les deux. Aujourd'hui, on parle d'événements hybrides, à la fois physiques et digitaux. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il faudra saisir pour les événements, les gens qui s'occupent de l'événementiel. Alors, c'est vrai que le digital prend de plus en plus de place à travers le monde, mais une réalité sur notre continent, c'est aussi le fait que la connexion Internet n'est pas aussi démocratique que ça et qu'elle a un coût. Donc, c'est une réalité à prendre en compte. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas directement toute une tranche de personnes en fait, qui sont exclues de ce type d'événement? Hervé? Alors, merci pour ça. En fait, en parlant de transformation digitale, j'inclus deux aspects. Si vous remarquez bien, toutes les plateformes que nous avons découvertes récemment existaient. Mais aujourd'hui, nous les utilisons un peu plus vite. Mais il n'y a que les data users qui les utilisent encore. Donc, on a un vrai travail de démocratisation, et ce n'est pas Mylène qui nous dira le contraire, à faire à ce niveau-là. Aujourd'hui, tout le monde connaît Facebook Live, mais on l'utilise un peu plus. Aujourd'hui, tout le monde connaît YouTube, mais on l'utilise un peu plus. Et je crois que c'est une tendance qui ira grandissante. Donc, le distanciel et le présentiel vont continuer de se faire la guerre jusqu'à ce qu'on trouve le juste milieu. Mais évidemment, ce ne sera pas sur tous les types d'événements. Aujourd'hui, nous avons remarqué que tout ce qui est événement musical, les événements musicaux ont réussi à trouver leur place, mais on a encore beaucoup de combats à faire sur les autres types d'événements. Tout ce qui est webinar, oui, on s'en sort, mais les événements qui ont pour essence de base le présentiel vont avoir beaucoup de mal à réussir la transformation digitale. Et c'est là tout le challenge et toute l'opportunité. Mylène? Oui, alors tu parlais de fracture numérique. Je pense que la fracture numérique, que ce soit avec le Covid-19 ou sans Covid-19, la fracture numérique existait déjà depuis très longtemps. Mais ce que les challenges, enfin les mutations qui sont entraînées par le Covid-19, je préfère dire le Covid, ça sonne mieux dans mes oreilles et tout. Parce que les mutations que cela a entraînées, c'est vraiment la vision des gens, tu vois. Les contraintes qui existaient, ces contraintes ne sont plus rédhibitoires aux yeux des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont peut-être du mal à bien utiliser Slack ou à bien utiliser Zoom, mais si c'est là où l'événement se passe et là où leur intérêt se trouve, je pense que la démocratisation et l'éducation surtout se fera plus facilement. Et lorsqu'on parle de communication événementielle, c'est qu'il y a un avant communication et il y a un pendant communication et après. Avant la communication, il est possible en fait de dire aux gens, voici comment vous pouvez vous connecter, voici comment la séance va se passer et ils seront beaucoup plus disposés à le faire.
D'accord. Lorsqu'on parlait des personnes affectées, il est peut-être important de lister. On a les agences, on a les lieux qui reçoivent d'habitude les événements, les salles de spectacle, les prestataires, les artistes dont Hervé parlait tout à l'heure. Bref, tout le monde du spectacle et du tourisme, ce sont toutes des personnes qui ont forcément un manque en gagner quand on annule les événements en série. Donc, comment faire? Parce que toutes ces personnes, elles doivent manger. Elles nourrissent en général des gens. Il y a des familles derrière. Donc, concrètement, on fait quoi? Afoussat, j'ai envie de te reposer une question. Qui fait quoi, en fait? Parce que les réactions sont différentes d'un secteur à un autre. Aujourd'hui, pour te raconter une petite histoire, il y a des boîtes de nuit qui sont devenues des restos parce que les restos ne sont pas fermés à Cotonou. Donc, en fait, il y a une adaptation naturelle qui s'opère, mais elle dépend intrinsèquement du travail que les gens font. Aujourd'hui, quand vous êtes manager d'artiste, vous n'avez pas de boulot. L'artiste, il fait un concert de chez lui, OK. Mais un manager d'artiste aujourd'hui, à part produire un album, aider son artiste à avoir une ou deux dates, encore que la période ne s'y prête pas, il ne fait rien du tout. Quelqu'un qui a une salle de spectacle aujourd'hui, oui, il peut faire des concerts sans public, en louant, en donnant sa salle, en prêtant de la logistique à une agence événementielle. Ça, c'est une forme de rebondissement. En fait, tout le monde ne peut pas rebondir de la même façon. Et pour moi, aujourd'hui, ceux qui rebondissent facilement, c'est le secteur de la musique et le secteur de l'art en général. Encore que là, je parlerai plus précisément de la comédie, de l'art musical, pardon, et ensuite un peu de tout ce qui est stylisme. On a vu Anifa, je crois, Mouvemba, sortir un défilé virtuel époustouflant. C'est une forme de reconversion qu'il faut qu'on commence à encourager. Voilà un peu ce que je pense de la situation. Alors, je suis assez d'accord avec la reconversion à envisager, obligatoire, on va dire, il faudra passer par là, mais je pense aussi aux formes de rémunération. Parce que jusqu'à présent, les artistes, en fait, ils vivent de leurs concerts. Surtout sous nos cieux où la vente de CD n'est pas si populaire que soi. Les morceaux se partagent, mais un concert aujourd'hui sur Internet, en fait, il est gratuit. L'artiste, il mange comment? Si je peux me permettre, Afoussat, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec ce que tu as dit parce que aujourd'hui, on a vu des événements, des talks qui avaient lieu, des séminaires qui avaient lieu en physique s'organiser via Opinto. Opinto, c'est un outil qui permet d'organiser des événements en ligne. Et avant d'y accéder, tu dois payer en fait ton argent. Nous avons des agrégateurs de paiement qui permettent à tous les artistes aujourd'hui, à tous les créateurs, je dirais, toutes les personnes qui ont envie d'organiser un événement, en fait, il faut voir le truc comme un circuit où, avant que l'utilisateur, avant que le spectateur n'ait accès à l'événement, il doit payer. Donc, la personne paye et on lui envoie un mail. Dans ce mail, il y aura en fait le lien vers l'endroit. Donc, je pense qu'avec des outils comme Zoom, OBS, Slack ou encore FedaPay ou KikiaPay qui existent au Bénin aujourd'hui, les gens peuvent créer ce circuit-là et être quand même rémunérés. Afoussat, Oui, après. c'est là toute la difficulté en fait. Je comprends parfaitement le propos de Mylène, mais il y a une difficulté fondamentale. Internet est perçu comme une solution pour obtenir du gratuit. Aujourd'hui, déjà, quand tu prends le contexte béninois, il y a très peu de concerts payants qui réussissent. Alors, comment est-ce qu'on réussit la transformation digitale dans un environnement comme le nôtre? C'est là tout le challenge. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, les plateformes gratuites, entre griffes, qui offrent la possibilité aux artistes de chanter pour un public qui ne paie rien, ont plus de notoriété que les plateformes payantes. Et pour moi, réussir la transformation digitale, c'est expliquer et réussir à développer des plateformes payantes, accessibles, et ensuite offrir une expérience qui n'est pas très, très loin, vous éloigner de ce que nous recevons en présentiel. Et ça, c'est un véritable challenge. Pouvoir offrir des plateformes accessibles au grand public, à faible consommation de données, et qui peuvent également donner la possibilité aux utilisateurs de payer pour avoir du contenu correct en distanciel. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance,
les plateformes qui font ce genre de services ne sont pas encore suffisamment solides ou développées pour nous offrir quelque chose de qualitatif. Et pour moi, ça reste un vrai créneau à exploiter, une opportunité à creuser. Pour en revenir aux propos de Mylène sur les différentes plateformes qui permettent de monétiser en fait les actions des artistes, j'aimerais poser le souci, en plus de la fracture numérique dont on parlait tout à l'heure, aussi du faible taux de bancarisation des populations africaines. Comment penses-tu, Mylène, que ce souci puisse être surmonté? Justement, les plateformes dont j'ai parlé, ce sont des plateformes qui utilisent mobile money. Aujourd'hui, en fait, les gens peuvent payer pour un concert, payer pour une formation, payer pour un événement à travers, en fait, leur compte mobile money. Je pense qu'avec ça, on peut faciliter, en fait, leur accès à ces événements-là. Et je voulais un peu rebondir sur ce que Hervé disait par rapport aux plateformes qui doivent consommer le moins de données possible. Même si aujourd'hui, ces plateformes-là n'existent pas encore, nous avons en fait l'avantage de la frugalité et surtout l'avantage de l'innovation dans des environnements où c'est clairement compliqué de faire facile. Donc, ce que je peux dire, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent des outils qui sont plus ou moins gratuits et font un mix-up de tout ça pour pouvoir en fait créer des expériences live. Et même si la mentalité chez nous au Bénin n'est pas encore forcément ouverte à toutes ces innovations-là, il ne faut pas oublier l'impact quand même que cette crise a eu sur l'esprit des gens et le fait que c'est en train d'évoluer peu à peu. Ça évolue peu à peu, mais ça évolue quand même. Ok. Alors désormais, un gage de sécurité, ça reste la distance. Est-ce qu'on ne va jamais revenir à une situation de comme avant, ou vous pensez que la nouvelle norme, c'est celle qu'on connaît actuellement? Afoussat, je crois que c'est ta meilleure question depuis. Enfin, si tu permets, je vais aborder le sujet. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à cela. Je pense déjà que il faut qu'on voit la chose sur plusieurs aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise respectable a intérêt à organiser un événement présentiel comme avant? À mon avis, c'est un non. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le monde post-Covid dans lequel nous sommes, il faut trois grosses qualités pour être une entreprise respectable, à mon avis. Il faut être respectueux de l'humain, il faut être très créatif et ensuite, je pense qu'il faut être super discipliné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus surfer sur les queues de guichet pour positionner votre événement comme un événement qui fonctionne. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder est relatif à l'équilibre mental du spectateur. Aujourd'hui, combien sont prêts à s'entasser, excuse-moi le terme, dans un espace même ouvert pour un spectacle? On nous dit qu'avant septembre, on n'aura pas la possibilité de réunir 5000 personnes. Si on considère que le cycle humain de la peur dure 6 mois, comme d'habitude, il faut faire septembre plus 6 mois pour commencer à imaginer comment est-ce que les gens vont se comporter face au public. Je crois que désormais, plus besoin d'être agoraphobe, quoi. La peur du grand public et des grands espaces va désormais s'installer et en retour, il faut que les entreprises et les organisateurs du spectacle apprennent définitivement à offrir des contenus à double vitesse, en une version présentielle qui offre le choix clair à l'utilisateur, au spectateur, et une version distancielle qui lui permet de rester safe, c'est le mot du moment, et puis de profiter du spectacle depuis son bureau, sa maison, en restant en sécurité. Je pense que le monde ne sera plus jamais comme avant. Je sais aussi que les agences événementielles espèrent secrètement que tout revienne dans l'ancien ordre, mais c'est un vœu qu'il va falloir très rapidement oublier. Parce que, enfin, je le compare un peu à la situation avant Internet et après Internet. Avant Internet, toi et moi, on avait utilisé le téléphone conventionnel pour se parler. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est devenu. Mais je pense que dans quelques années, on va vivre la même expérience. On ne pourra plus se réunir comme avant. Et ça, il vaut mieux l'intégrer dès maintenant plutôt que d'espérer des concerts de 50, 60 000 personnes
À moins qu'on ait 150 sas de décontamination, des gels hydroalcooliques partout et autres. Personnellement, je n'y crois pas. Mylène? Ce en quoi moi je crois, c'est que effectivement pour les événements qui auront lieu d'ici septembre et tout, il faudra bien communiquer sur les mesures barrières, bien communiquer sur la protection sanitaire auxquelles les gens qui vont venir auront droit. Mais j'ai vu en même temps une opportunité. Je me dis pourquoi ne pas effectivement, comme le dit Hervé, organiser un événement en présentiel et un événement sur le digital, où les gens sur le digital pourraient y accéder de manière beaucoup moins chère. Et les gens qui sont en présence, l'offre est beaucoup plus chère pour eux parce qu'ils viennent pour profiter en fait d'une chaleur humaine. Ils ne seront pas nombreux. Donc, l'agence événementielle, justement, peut capitaliser dessus. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Je préfère toujours voir les choses en termes d'opportunités qu'en termes de peur. Oui, les gens continueront d'avoir peur, mais je pense que le COVID-19 a créé un sentiment d'urgence et un sentiment de créativité. Pas plus tard que la dernière fois, j'ai appris qu'il y a une émission de télé-réalité, reality show, qui a eu lieu sur Zoom. Et en fait, c'était un événement synchrone qui a en fait renforcé l'interaction entre les participants et montré une sorte de nous sommes chez nous, nous sommes très loin, mais nous arrivons en fait à créer de l'entertainment via Zoom, via un outil comme Zoom. Donc, c'est bien possible. Pour en revenir, en fait, pour continuer sur les points que vous avez abordés tous les deux, d'abord celui de Hervé sur la peur. C'est vrai que les gens sont un peu plus craintifs que d'habitude, mais malgré tout, on a l'impression que ça se détend. On voit les déconfinements en Occident, ça donne droit à des scènes inimaginables, justement. Je me serais dit, on ne verrait plus jamais ça, les gens entassés dans les bars et autres. Donc, est-ce que la peur, vraiment, elle va durer aussi longtemps que ça? Ma deuxième question, c'est sur la rentabilité, telle que tu en parles, Mylène. On sait que, justement, organiser ce type de concert et autres, ça a un coût, si on doit vraiment le faire dans les conditions réelles, avec toute une équipe, de la Corée, du matériel, de la sono, même si c'est diffusé sur Internet et possibilité d'être en présentiel. On ne pourra pas recevoir le même nombre de personnes. Tu proposes des tickets plus chers, mais c'est quoi le seuil de rentabilité et combien les gens sont prêts à payer pour assister à un concert de leur artiste sur le digital quand on sait qu'il y a les clips qui sont disponibles. Je prends pour exemple le concert Africa at Home, qui a eu lieu il y a eu un peu plus de bientôt 2 semaines, donc une dizaine de jours. Et les remarques que j'avais, c'est ouais, en fait, je préfère même regarder leurs clips. J'aime pas comment ils chantent. Ce type de remarques, je pense qu'on en aura de plus en plus. Comment pensez-vous que tous les acteurs du secteur de l'événementiel devraient, on va dire, se réadapter aux nouvelles demandes des consommateurs qui ont des attentes? Ok. Si tu permets, ça, je pense que le revenu modèle du secteur événementiel est complètement à repenser. Mylène et moi, on est en phase sur un point, c'est-à-dire qu'il faut développer des événements à double vitesse, version présentielle et version distancielle. Aujourd'hui, personne encore ne peut dire qu'il a réussi à gagner de l'argent en faisant uniquement du distanciel. C'est tout un business derrière et personne aujourd'hui n'arrive encore à développer des événements présentiels parce que la crise ne le permet pas. Alors, l'idée qui consiste à faire des versions payantes mais digitales moins chères, enfin, à un tarif moins élevé, elle est brillante. Sauf que ça ne vient pas réduire l'investissement logistique qu'il y a derrière un événement présentiel. Ce n'est pas parce que vous avez une version digitale d'un événement que vous dépensez moins d'argent en l'organisant. Vous allez dépenser le même niveau, vous aurez le même niveau d'investissement. Si vous voulez offrir de la grosse qualité de son, de la grosse qualité de lumière, il faut mettre de l'argent et la crise ne viendra pas vous alléger votre facture. Par contre, le digital est une opportunité en ce sens où ça vient créer un marché qui n'existait pas du tout. C'est-à-dire que les gens qui avaient l'habitude de rester chez eux peuvent désormais s'intéresser à un événement. Quelqu'un qui n'aime pas que ses enfants soient dehors peut leur offrir une version digitale, enfin la version distancielle. En revanche, il ne faut pas espérer que ceux qui avaient l'habitude, je les appelle les outdoor people, ceux qui avaient l'habitude d'aller dehors, s'ils étaient 100, n'espérons pas que les 100 soient dehors. Il y aura forcément un syndrome de rareté qui va faire que oui, après le déconfinement, tout le monde aura envie de sortir. OK? Si nous avons une rechute,
les chiffres vont complètement baisser et la rechute est envisagée dans certains pays. Et si nous n'avons pas la rechute, dès le moindre souci sanitaire, c'est humain, hein. Tout le monde aura tendance à vouloir se protéger et l'industrie va chuter à nouveau pour avoir vraiment du mal à se relever cette fois-ci. Et je pense qu'il serait plus prudent pour les organisateurs de spectacles et même pour les entreprises d'avoir une réflexion complètement intégrée. Par exemple, il ne sert à rien aujourd'hui d'aller sponsoriser un événement outdoor. Par contre, si l'événement a une version digitale, oui, pourquoi pas. Ensuite, si derrière ça, vous avez une bonne entreprise qui vous permet de gérer de faire la gestion du risque ou encore de mesurer l'impact de la version, je vais dire, présentielle sur laquelle le client pour laquelle le client est intéressé, oui, pourquoi pas. Je veux dire que cette crise, en fait, elle a généré beaucoup d'inquiétudes, mais par finir, elle générera beaucoup d'opportunités et beaucoup de créneaux de business. Je crois qu'on est en train de perdre Hervé. Mylène, je te laisse rebondir. Oui. Dans nos outils, tout va bien. Vas-y, Mylène. Ok. Alors, l'expérience que nous, on a eue, par exemple, par rapport au Irao Talk, c'est lorsqu'on a organisé la première édition, on s'est rendu compte que enfin, plus on avait de gens, plus le coût de production de l'événement montait. Donc, nous avons décidé, par exemple, que la prochaine édition du Irao Taka, ce sera une édition digitale, si je peux le dire ainsi, hybride, où les speakers seront dans un lieu physique avec les règles de distanciation et en fait, le public, lui, sera sur Internet. Avec ça, nous comptons en fait concentrer la majorité de notre investissement sur le son, comme le disait Hervé. Et dans ce cadre, lorsque nous avons fait le budget, ça nous revient beaucoup moins cher d'organiser un événement pareil que d'organiser en fait un événement, tu vois, comme on avait l'habitude de le faire. Physique. Ok. Afsat, je crois que vous m'avez perdu à un moment donné. C'est bon là? Oui, ouais, c'est bon, Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Enfin, j'espère que je vais rouler la bande au bon niveau. Alors, ce que j'essayais d'expliquer, en fait, c'est par rapport à l'investissement que vous mettez dans votre événement. La crise, en fait, ne viendra pas alléger les factures. Vous aurez toujours le même niveau d'investissement quand vous voulez organiser un concert, un défilé de mode ou autre. Par contre, le revenu additionnel qui vient de se créer grâce à la crise et qui va s'accélérer, c'est celui du distanciel. Parce que ça vient toucher un public qui n'était peut-être pas outdoor, mais plutôt indoor, mais qui a l'opportunité cette fois-ci de regarder du spectacle de bonne qualité à prix correct. Dans le même temps, il ne faudrait pas qu'on espère avoir le même niveau de outdoor people, comme je dis. C'est-à-dire, si vous aviez l'habitude d'avoir 100 personnes pour votre spectacle, en mode post-corona, ce n'est pas évident que vous ayez les 100 personnes, à moins que derrière ça, après un ou deux échecs peut-être, vous ayez vraiment convaincu le grand public des dispositions sanitaires que vous avez eu à prendre entre-temps. Donc, je veux dire, cet exercice prendra du temps. Partant de ce fait, je me dis qu'il va falloir complètement repenser le business model de l'événementiel. Il est inutile aujourd'hui qu'un investisseur ou un organisateur de spectacle ou un concepteur événementiel se mette à développer des événements dans le vide en espérant qu'un sponsor l'accompagne. Ça ne fonctionnera pas. La première inquiétude d'un sponsor aujourd'hui, c'est OK, quel est le niveau de risque que je prends? Est-ce que je peux y mettre de l'argent? Est-ce que l'événement a une version digitale correcte? Et si oui, pourquoi ne pas me concentrer sur sa version digitale plutôt que de rester en présentiel? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises responsables. Pour vous donner le cas de la fête de la musique que nous sommes en train de préparer ici, on a eu plusieurs types de réticences. Il y a eu beaucoup de résistance au niveau du secteur parce que les artistes sont restés très réticents en se disant que la version digitale ne va pas leur donner la même expérience. Mais derrière ça, ils ont fini par comprendre. Et dans le même temps, on a un gros challenge. Le challenge consistera à offrir du contenu de qualité à ceux-là qui seront devant les plateformes digitales pour regarder la fête de la musique. Et c'est deux challenges complètement différents qu'il va falloir relever avec le temps. Voilà. Je viens de dérouler la bande. Mylène,
Tu veux rebondir sur ça ou tu veux que je le fasse? Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire par rapport à ça. Le reste, ce serait en fait testons, parce que c'est ça. Testons et voyons comment les gens réagissent. Mhm. Mais par rapport justement au schéma que vous évoquez tous les deux, n'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup d'informels, on va dire, dans ce secteur, dans l'événementiel et surtout sur notre continent. Lorsqu'on veut organiser des événements, il y a plusieurs personnes qui en bénéficient à différents niveaux, que ce soit des petits ou des grands prestataires. Le fait de digitaliser d'une façon tout ça, ou en tout cas d'en faire, de streamliner, on va dire, les choses, c'est qu'il y a plein de personnes qui perdent un revenu potentiel. Donc, comment on adresse cet aspect des choses, l'aspect humain? Non, je vais laisser Mylène parler. Je crois que Mylène est sur une petite fin là. Non, justement, je voulais en fait te laisser parler. Je te laisse. Ok, merci Mylène. Afoussat, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de fuite de revenus pour les gros acteurs de la chaîne de production événementielle. Au contraire, aujourd'hui, mettons-nous dans un schéma normal. Quand tu veux organiser un concert ou un spectacle, à part la sécurité, bien sûr, qui gère la foule, les contrôleurs de foule, le niveau de chicane que tu vas louer pour contrôler la foule et ces aspects logistiques qui ne coûtent pas trop cher dans le dispositif habituel. Il y a très peu d'acteurs qui deviendront complètement inutiles si la reconversion elle est bonne. Si on veut organiser un spectacle correct, on aura toujours besoin d'un régisseur, on aura toujours besoin d'un disc jockey, on aura toujours besoin d'un orchestre, etc., etc. La crise ne vient pas tuer ces activités-là. Par contre, oui, il y a un petit risque sur les agences qui ne développent que de la grosse logistique. Par exemple, logistique sécuritaire, dispositifs de contrôle de fouilles métalliques et autres. Il n'y a pas de boulot pour eux en ce moment parce que pas de possibilité de réunir du monde. Et à ce niveau-là, vraiment, le secteur, la couche est vraiment mince. Voilà un peu. Ok. Mylène? Quand tu parlais, j'ai pensé en fait j'ai pas pensé forcément aux régisseurs et tout, parce que je pense comme Hervé, parce que je pense qu'ils auront toujours un travail à faire. Par contre, j'ai pensé à ces entrepreneurs, à ces jeunes entrepreneurs qui font des partenariats avec nous pour fournir le public en petits jus, pour fournir le public en nourriture et tout. Et si je regarde ce côté de la chaîne de valeur, je me dirais qu'effectivement, ils n'auront pas forcément besoin de produire pour des événements, mais ils pourront toujours se reconvertir et faire de la livraison à domicile et regarder comment les gens se comportent, quelles sont les habitudes qui ont changé, parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Cotonou, il y a beaucoup plus de services de livraison et il y a beaucoup plus de restaurants qui proposent ce service-là de livraison. Donc, de ce côté-là de la chaîne de valeur, je pense qu'une reconversion est nécessaire et s'impose effectivement. Assez d'accord avec vous, mais n'oublions pas, même si certains se reconvertissent et proposent ce service d'amener justement leur production vers le consommateur final, le fait de sortir moins, de rester chez soi, on a tous dû le constater, ça nous fait faire des économies. Donc oui, on va se faire livrer 2 ou 3 fois, mais le reste du temps, parce qu'on est à la maison, on va faire un effort pour cuisiner ou demander à quelqu'un de le faire. Donc là où, en étant dehors, systématiquement, on mange au restaurant 5-6 fois dans la semaine parce qu'on est déjà en ville et que c'est long de rentrer maintenant, de se mettre à cuisiner. Le fait d'être à la maison fait qu'on mange davantage à la maison. Donc, ne serait-ce que pour ça, je me souviens que j'avais l'habitude de dire en grande gourmande que je suis que le seul business qui ne fera jamais faillite, c'est celui d'un restaurant s'ils s'y prennent bien. Ben, je suis en train de revoir ma position à cause de la situation actuelle. Avis? Parce qu'aujourd'hui, tu arrives tout ce que tu veux à la maison? Quasiment. Comme je dis, il y a 2 ou 3 choses que je me fais livrer, mais la plupart du temps, le fait que je suis à la maison, justement, que les provisions sont là, je me dis, écoute, ça me prend 15 minutes pour cuisiner, je n'ai pas un trajet à faire pour aller et venir, donc why not, en fait. Chose que je n'envisage pas en février. C'est là pour l'exercice. Si les meilleurs beignets de crevettes de la ville sont chez Pierre, je ne pense pas que tu veuilles faire les beignets de crevettes toi-même. Tu iras acheter les beignets de crevettes de Pierre. Oui, après, si Pierre n'a pas… Mais qui, malgré tout, avait on va dire, mon business de temps en temps parce que j'étais dans son secteur. Il fait comment, Paul?
pas compris ta question. Tu dis que Pierre a les meilleurs beignets de crevettes. On est d'accord sur Oui, le principe. Paul, il a des beignets de crevettes peut-être un peu moins bons, mais quand même. Et de temps en temps, vu que j'étais dans la zone de Paul, j'étais cliente chez Paul. Maintenant que je ne suis de moins en moins dehors, Paul, il fait comment? si tu préfères les beignets de Pierre, tu vas recommander à Pierre de trouver le bon mode de livraison pour que les beignets te parviennent. Par contre, si tu préfères les beignets de Paul parce que vous étiez euh, voisins, ça c'est un autre match. Je veux dire que le, la qualité prendra toujours le dessus, quoi, en fait. Aujourd'hui et aujourd'hui plus que jamais. Euh, à l'avenir, les meilleures plateformes qui offriront les pas belles expériences digitales en termes d'événementiel prendront le dessus, même si elles sont payantes. À l'avenir, les agences qui vont réussir leur transformation digitale, leur transformation tout simplement en se positionnant en évaluateur de risque pour les entreprises qui ont envie d'investir dans l'événementiel gagneront beaucoup plus d'argent que les agences événementielles parce que les agences événementielles telles que nous les connaissons aujourd'hui sont plus sur un volet logistique qu'un volet stratégique. Donc après, tout sera dans la qualité du service que vous offrez, quoi. À ce niveau, on sait que l'État a souvent un rôle, on va dire, d'encadrement, d'établissement des normes. Bien sûr, les normes sécuritaires et sanitaires sont un must aujourd'hui, mais je pense que pour la plupart, on sait l'essentiel à faire et le reste sera déterminé par la suite. Mais je pense surtout que l'État est attendu, les pouvoirs publics en tout cas, sont attendus sur un volet un peu plus, on va dire, plus concret. Est-ce qu'il y aura des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'il y aura des exonérations de charges? Est-ce qu'on va mettre en place un dispositif législatif qui permettra de maintenir les engagements des différents acteurs, les agences, les salles, les artistes et autres qui peuvent avoir des prêts ou ce genre de choses? Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Si vous deviez parler aujourd'hui à l'État, qu'est-ce qu'il faudrait leur demander? Qu'est-ce qui est nécessaire en fait pour que le secteur survive? OK. Pour que le secteur survive, je pense à trois choses. Le premier, c'est la commande publique. En fait, quand c'est l'État qui fait une commande publique et qui demande une organisation d'événements, ça crédibilise le secteur et ça ramollit un peu les gens. Les gens sont moins inquiets et ils se disent que oui, la situation est en train de se résoudre. Ensuite, il y a la bonne politique fiscale, l'accompagnement des banques, mais tout ceci avec une bonne dose de dispositions sanitaires engageantes. Parce qu'il ne faut pas juste étaler les dispositions sanitaires, il faut pouvoir les respecter. Voilà. Donc, je me résume, commande publique, bonne politique fiscale et bancaire, et puis respect strict des consignes et dispositions sanitaires. OK. Mylène, si tu devais t'adresser au pouvoir public, qu'est-ce que tu leur demanderais? Quel type d'engagement attends-tu de leur part pour faciliter la vie de tous ceux qui sont dans le domaine? Pour être très sincère, ça fait près de 5 ans que je ne réfléchis plus vraiment à ce que l'État peut apporter et tout. Donc, sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse. Ils feront ce qu'ils peuvent, ils feront ce qu'ils veulent, mais nous, on continuera à avancer quand même. D'accord. OK, ça a l'air un peu désabusé comme position. Bon, Pour en revenir à des cas concrets, Hervé, directeur de l'ANEXMO, Bénin, 2020, 60 ans d'indépendance dans quelques semaines, on fait quoi? Puisque jusqu'à date, en tout cas, si ma mémoire est bonne, jusqu'à hier soir, on ne pouvait pas réunir plus de 50 personnes au même endroit. on se prépare et puis on laissera la machine gouvernementale décider. En termes d'organisation événementielle sur un plan complètement stratégique et matériel, on fera notre travail. Techniquement, si le 1er août devrait être
même rapprocher, nous, on serait prêts. Par contre, on ne va pas être prêt pour enfreindre les dispositions que l'État aurait mises en place. Donc, oui, on va rester dans les bonnes dispositions d'organisation matérielle et technique, stratégique. Mais après, le dernier mot reviendra au gouvernement et chaque chose se fera en son temps. On connaît tous l'opium du peuple. Donc, le public est en demande de distraction, veut pas. Des promesses leur avaient été faites. Comment arriverez-vous à, je vais dire, contenir toutes ces personnes potentiellement frustrées parce que rien n'arrivera? Si rien n'arrivait. Si rien n'arrivait. Si rien n'arrivait. Je pense que la situation parle toute seule. La décision, elle est pas que politique. L'idée principale, c'est de préserver des vies. Ce n'est pas juste d'organiser un événement pour faire des gens exubérants sur une heure ou deux. L'objectif, c'est d'offrir une expérience qualitative et surtout mémorable. Et après, pour y arriver, il faut tenir compte d'un certain nombre de conditions. Aujourd'hui, il ne serait pas responsable d'organiser un événement dont je vais faire le nom pour des raisons de pub, réunissant 40 000 personnes par jour à la plage. C'est vraiment pas responsable. Et la logistique pour le faire est lourde. Donc, à un moment donné, si cela ne se faisait pas, ça va toujours être dans l'intérêt de la population et jamais l'inverse. Et parce que je le dis clairement, un événement, c'est du divertissement, c'est de la communication, c'est de l'émotion, c'est une transmission d'énergie positive du début à la fin. Et lorsque vous organisez un événement à un moment, au mauvais moment, même les personnes les plus euphoriques ne vous suivent pas. C'est l'un des aspects de la communication qui alerte le plus de sens chez l'être humain. Donc, c'est pas demain la veille. Il faut juste que nous puissions accepter qu'il n'est pas possible de se réunir. On donnera l'autorisation de se réunir, mais la fête continuera. Pour l'instant, on travaillera sur des versions parallèles qui intègrent les réalités des différents acteurs de la production événementielle et qui offrent du contenu de qualité au grand public. D'accord. Pour IRAO spécifiquement, Mylène, vous organisez les IRAO TACA qui visent à aider, on va dire, des porteurs de projets à trouver les moyens de gagner leur vie. Donc, heureusement, c'est un programme en ligne. Donc, ça ne changera pas grand-chose à votre vie, mais j'avais entendu parler d'entreprises qui souhaitaient accompagner ce projet, par exemple, en offrant des participations à ceux qui n'auraient peut-être pas les moyens d'avoir fait la préinscription, de se connecter aux heures voulues et tout ça. Comment cet événement peut étendre, on va dire, sa portée dans la situation actuelle? Le point positif avec le IRAO TACA, c'est effectivement que ça a commencé en ligne en même temps. Parce que oui, on aurait pu réaliser le même programme à Cotonou dans un cadre et tout. On serait beaucoup plus proche des gens, mais on n'aurait pas forcément eu le même impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Inde, qui sont au Japon, qui sont en Chine, qui suivent ce programme-là. Donc pour moi, le IRAO TACA, c'est d'abord une question d'éducation. Parce que nous avons vu par exemple une participante de 58 ans qui n'est pas aussi habituée aux outils digitaux que nous. Mais en 2 semaines avec ce programme, elle a réussi en fait à se connecter sur Slack, à utiliser Google Drive, à utiliser YouTube Live et tout. Et pour moi, c'est vraiment le signe que cette période, même si elle impose une pause, c'est vraiment une période pour éduquer les gens et faire des tests. Parce qu'on ne va pas rester dans notre coin en attendant que la situation change ou en attendant que les habitudes des gens changent. Les habitudes des gens changent parce que la situation les est contraints et aussi parce qu'on essaye de nouvelles choses. Voilà. D'accord. Je vais maintenant me concentrer sur quelques questions de notre audience, parce que le temps passe, mine de rien. Alors, la première question de Fawaz Khalil, il demande qu'est-ce que la pandémie change concrètement sur le plan économique au Bénin et quelles sont les aptitudes que cela provoque désormais dans le domaine de l'événementiel. Je pense qu'on avait à peu près survolé le sujet en début de session. Hervé, si tu veux résumer rapidement. Alors, si je peux résumer, qu'est-ce que la pandémie
créent sur le plan économique dans le secteur de l'événementiel, c'est bien ça? C'est bien ça. Et quels sont les Évidemment, le impacts chômage, de la fraude? Mhm. ouais, évidemment, première conséquence, c'est le chômage technique de tout ce qui touche à l'organisation événementielle matérielle, salle de spectacle, logistique événementielle, groupes musicaux, acteurs du secteur musical, artistes, plasticiens et autres, tout le monde est au repos. Donc, gros manque à gagner de ce côté-là. Et puis après, un gros niveau de pertes financières sur ceux-là qui avaient pour ceux-là, pardon, qui avaient déjà programmé leurs événements et qui avaient investi de l'argent. L'autre aspect, pardon, que je n'ai pas abordé, c'est l'aspect juridique. Parce qu'il y a beaucoup de qui s'étaient déjà engagés financièrement pour accompagner certains grands événements. À ce niveau-là, oui, lorsque vous êtes une chose de communication qui a déjà réussi à récupérer du cash chez un sponsor pour un client tierce, forcément, ça crée un problème juridique parce que vous entrez dans le cycle d'incertitude. Je vais m'en arrêter là. La question, elle est longue. Je pourrais la développer un peu plus tard avec le participant. Petite question pour Mylène. Quel est aujourd'hui ou quels sont les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la communication, s'engager dans la création d'une agence? Alors, je n'ai pas encore personnellement créé d'agence, mais la communication, c'est quand même un secteur très vaste. Il faut savoir en fait quel est le pan sur lequel la personne veut adresser, quel est le problème qu'il veut résoudre déjà. Avant de créer une agence dans la communication, d'abord, il faut comprendre les nouveaux besoins de communication qui ont été créés par la crise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui essaient de mieux communiquer de façon interne par rapport en fait à leurs employés, à mieux utiliser les outils digitaux. Est-ce que tu irais comment on dit, t'engager auprès de ces entreprises-là? Ou est-ce que la communication que tu vis, c'est beaucoup plus au niveau du digital, apprendre aux gens à mieux communiquer leurs produits sur Internet, à mieux présenter ce qu'ils savent faire? Le sujet est large et tout ce que je peux te dire, c'est rejoindre le programme Iraotaka et on va t'apprendre à le faire, quoi. Excellente idée. Awefa a une question pour nous. Un événement digital sera-t-il aussi rentable qu'un événement physique pour une agence de stratégie et logistique événementielle? On avait déjà abordé le sujet tout à l'heure, on y avait quasiment répondu. Est-ce que vous avez des types concrets à partager avec elle pour rentabiliser, même si ce n'est pas dans les mêmes mesures? Oui, quelques-uns. Maintenant, j'aimerais quand même mieux comprendre la question de la participante. Est-ce que concrètement, elle se demande si un événement digital peut être aussi rentable qu'un événement organisé en présentiel? C'est bien ça, c'est ça? C'est bien ça. Alors, pour être franc, je peux répondre oui. Mais il y a une condition en fait. La condition, c'est le temps de préparation et c'est la façon dont l'événement est pensé. Aujourd'hui, en fait, il y a un gros effort à faire pour réussir un événement, qu'il soit digital ou présentiel. Il faut bien le penser, il faut bien l'élaborer. Et ça, que les organisateurs d'événements m'excusent, avoir une idée, c'est pas réussir un événement. On peut avoir une très belle idée et ne pas réussir à la modéliser, à réussir à trouver un bon revenu modèle, etc., etc. Donc, il faut accepter de faire mourir les idées qui ne sont pas rentables. Une idée rentable peut l'être en présentiel et très peu en distanciel. Donc, il faut choisir le bon événement, le bon concept, le faire tester, faire des sondages, évaluer le risque très clairement avant maintenant de faire un business model derrière et imaginer comment est-ce qu'on peut le rentabiliser. Et comme je dis, ce n'est pas parce que votre événement est gratuit sur YouTube ou Facebook qu'il n'est pas rentable. Vous pouvez réussir à placer du produit dessus, vous pouvez réussir à vendre de l'espace publicitaire, etc. Donc, n'espérons pas gagner de l'argent en organisant des événements distanciels, en comptant sur le ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, en fait, c'est un revenu sur peut-être 15 ou 20 dans la chaîne de production événementielle distancielle. Oui, donc c'est faisable. On peut gagner 10 fois plus d'argent en organisant un événement distanciel, mais il faudrait bien le penser.
et bien le penser passe par les étapes que j'ai énumérées. J'espère avoir répondu à la question de la participante. Après ça, j'espère aussi. Une question pour Mylène cette fois. Les entreprises qui investissent dans l'engagement numérique ont désormais un avantage concurrentiel significatif sur celles qui ne le font pas. Reconversion peut-être, mais ne faut-il pas sensibiliser sur cette nouvelle dynamique malgré les outils dont vous parlez? C'est une question de Sam. Alors, on en avait parlé, je disais tantôt que la reconversion ou en fait le changement d'habitude des populations, c'est déjà là en fait, c'est déjà là, il faut les éduquer. Je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'événementiel en termes de physique, qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils doivent aller sur le digital. Cette prise de conscience-là est née justement des mutations créées par le COVID-19. Donc oui, l'éducation est très importante et il faut juste continuer, il faut tester. Et je voulais rapidement en fait rebondir sur ce que Hervé disait. Aujourd'hui, l'événement sur le digital, il faut le voir sur deux angles. Le premier angle, c'est l'expérience et ensuite, c'est le contenu. Quand on organisait des événements en physique, c'était beaucoup l'expérience, c'était beaucoup l'interaction. Mais aujourd'hui, l'interaction c'est devenu le maître mot. Et aujourd'hui, le contenu doit être différencié parce que tout événement se transforme en contenu dès qu'il va sur le net. Donc, comment est-ce qu'on différencie ce contenu-là pour que le nombre de personnes le nombre de visiteurs uniques sur l'événement soit stable et vous permette en fait d'obtenir je sais pas comment on appelle ça un minimum viable show, et en même temps que la monétisation ne soit pas vue uniquement, comme le disait Hervé, comme à l'entrée. La monétisation peut se faire pendant l'événement ou même après l'événement à travers des produits dérivés, à travers la sponsorisation ou votre créativité est très grande, donc utilisez-la et imaginez de nouvelles manières de faire des recettes. En dehors de la monétisation directe, que ce soit pour les événements digitaux ou présentiels, reconnaissons que la part du sponsoring était quand même assez grande. Donc, les personnes qui vous accompagnaient sur un événement apportaient une grande partie de vos revenus. Comment est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui convaincre ces sponsors de continuer à accompagner les événements, sachant qu'à partir de la semaine prochaine, les rassemblements en comité réduit seront quand même permis, les lieux de culte vont réouvrir, les restaurants, les bars, donc il pourrait y avoir des petites organisations malgré tout. Comment est-ce qu'on convainc les sponsors de vous accompagner? Merci Afoussat. Le principe est quand même clair, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il est interdit d'être à plus de 50. Ce n'est pas un chiffre qui intéresse un sponsor. Le chiffre qui intéresse un vrai sponsor, ça dépend de la taille de l'événement. Il y a très peu d'événements réunissant 50 personnes qui se font sponsoriser. Premier aspect. Donc, il faut qu'on oublie complètement, en tout cas pour l'instant, le volet rassemblement de foule qui permet de générer du revenu lié au sponsoring. Par contre, il faut se concentrer sur la valeur ajoutée qu'on offre aux sponsors. Aujourd'hui, plus que jamais, le sponsor veut être rassuré. Il veut être sûr que vous partez sur un concept durable, sur un concept qui va permettre d'avoir de la visibilité sur ses produits, sur ses concepts, sur ses services. Et comme l'a dit Mylène, il va falloir redoubler d'ardeur à la créativité pour prendre de l'argent à un sponsor. Les versions présentielles basiques qui réunissent X personnes, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Vous pouvez faire un show sur YouTube et promettre 10 000 vues ou 10 000 participants live et récupérer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, $1 million chez un sponsor, comme vous pouvez aujourd'hui venir avec un concept qui réunit moins de 50 personnes, mais dont la version digitale est tellement forte que vous gagnez le double de ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Encore une fois, tout résidera, dans la force de la proposition de valeur que vous faites aux sponsors potentiels et également dans votre façon de passer au concret. Et je pense qu'à l'avenir, les entreprises vont finir par se sophistiquer un peu en termes d'analyse des risques, de gestion des risques sur le secteur événementiel. Et ça, c'est quelque chose qui va relever le niveau de nos organisateurs de spectacles et d'événements. Et surtout, je peux souligner que les outils de mesure, lorsqu'on est sur le digital, sont nettement plus performants
Aujourd'hui, en fait, on peut savoir effectivement combien de personnes ont été exposées au contenu. Et donc, le sponsor a une manière d'être rassuré et de savoir si l'action de sponsorisation a payé ou pas. Une remarque de quelqu'un de l'audience, il y a un aspect que vous n'abordez pas. Dans le monde du spectacle, par exemple, c'est la nouvelle attitude des acteurs. Il n'est pas facile de prester devant un public physiquement inexistant. Je pense que vous l'avez un peu abordé tous les deux tout à l'heure en disant que la chaleur n'y était pas forcément, ce n'était pas la même chose, mais si vous voulez rajouter, je vous en prie. Ça fait appel à la créativité de nos artistes, hein. Je pense que en devenant artiste, personne n'imagine, en devenant musicien, en tout cas, personne n'imaginait qu'il pouvait rester dans un show sans spectateur. Et, et ça, il va falloir se l'approprier, il va falloir apprendre. Et moi, personnellement, en fait, je trouve que les concerts faits maison sont intéressants, mais après, ça n'aura pas le même caractère lorsque vous mettrez le même artiste musicien dans une salle vide. Je n'arrive pas à imaginer Youssoupha chanter à Bercy si Bercy est vide. Franchement, il va falloir être très bon musicien, très bon artiste, s'imaginer un public et tout pour le faire. Par contre, on peut pousser le bouchon très, très, très loin. J'ai vu un concept que Kanye West a mis en place qui est formidable. Il a chanté tout seul avec un pianiste via Zoom et il a invité les choristes en ligne. Donc, tous les choristes étaient chez eux, en ligne sur Zoom, et il était seul dans une salle de spectacle. Ça, c'est quelque chose de formidable et je pense qu'à l'avenir, peut-être pas tout de suite au Bénin, il va falloir imaginer des shows où on a l'artiste qui preste normalement, mais dans un public, mais avec un public qui est en face de lui, avec qui il peut interagir directement. Je ne parle pas de Facebook Live, je ne parle pas d'Instagram Live, ça ne donne pas la même expérience. Je parle d'une sur un écran à LED avec lequel vous pouvez converser. Par rapport à ce point que Géry Sinclair a souligné, je voudrais en fait vous parler d'un événement qui a eu lieu sur Fortnite. Je ne sais pas si vous connaissez Fortnite. C'est un jeu vidéo très populaire en ce moment. Il y avait Travis Scott qui a été invité par Fortnite pour réaliser un concert virtuel. Et ce n'est pas le genre de concert virtuel où vous voyez Travis Scott dans son salon, un peu comme Kanye West avec un pianiste. Non, ils ont réalisé des effets spéciaux et le personnage était en 3D, c'est-à-dire dans les dimensions en fait du jeu vidéo. Ce spectacle a réuni près de 27 millions de personnes. Donc, même si on va, en fait, à chaque fois qu'il y a une innovation, à chaque fois qu'il y a un truc, j'entends souvent les gens dire, oui, mais on est au Bénin, comment les gens vont réagir? Il ne faut pas qu'on ait peur de la mentalité des gens, sinon on ne ferait jamais rien au Bénin. Pour moi, c'est une manière de considérer en fait le peuple comme étant un enfant qui n'accepte pas. Je pense que ce sont des contenus différenciés, des contenus innovants que l'on peut essayer. Pour moi, l'artiste qui se retrouve face à une situation de Covid où il ne peut plus prester comme avant et qui n'est pas en mesure de rebondir, c'est un artiste qui réduit sa polyvalence, qui se réduit lui-même. Donc, pour moi, les artistes ne devraient pas se sentir, comment dire, délaissés, mais ils doivent plutôt voir comment est-ce qu'ils vont se reconvertir. Et une fois de plus, comme je le dis, je vois toujours en termes d'opportunités plutôt qu'en termes de peur, parce que nous avons tous peur, mais si nous nous laissons aller à nos peurs, on ne pourra jamais rien réaliser. Merci pour ces bonnes paroles, Mylène. Hervé, le mot de la fin. Bah, vivre l'événementiel, ce n'est pas évident. La crise, on va dire, continue, mais on ne va plus l'appeler crise, on va appeler ça transformation. Donc, je dis bonne chance et je demande beaucoup de lucidité à tous les organisateurs d'événements, beaucoup de sens d'analyse et de gestion du risque, à tous les sponsors, à tous les annonceurs. Et puis, bon, je pense très honnêtement que le post-coronavirus sera plus une opportunité qu'une menace. Mylène, tes derniers mots. Je dirais, testons, voyons ce que les gens apprécient moins et ce qu'ils apprécient plus. Voyons comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent en faisant des événements sur le digital. Voyons comment est-ce que le marché évolue. Testons et comme le disait Hervé, data, analyse et facts. Voilà.
Merci à tous les deux. Merci à Hervé Dassondo de l'Annexmo et Mylène Flicka de IRAO pour votre disponibilité. Franchement, j'espère que vous avez apprécié les discussions. De mon côté, je ne pense pas trop m'avancer en prédisant que l'année 2020 aura à elle seule plusieurs chapitres dans les futurs livres d'histoire. Je suis vraiment curieuse de voir comment cette période sera enseignée aux élèves dans quelques dizaines d'années. Mais en attendant, apprenons que nous devrons tous apprendre à nous adapter aux nouvelles réalités et aux changements. C'est ainsi que s'achève ce panel. Merci, merci, merci à tous et à bientôt.